En arrivant, le curé demanda comment se portait monsieur, et, sur la réponse de l'apothicaire, il reprit. Le coup, vous comprenez, est encore trop récent. Alors Homais le félicita de n'être pas exposé, comme tout le monde, à perdre une compagne chérie, d'où s'ensuivit une discussion sur le célibat des prêtres. Car, disait le pharmacien, il n'est pas naturel qu'un homme se passe de femme. On a vu des crimes. Mais, sabre de bois, s'écria l'ecclésiastique, comment voulez-vous qu'un individu pris dans le mariage puisse garder, par exemple, le secret de la confession? Homais attaqua la confession. Bournisien la défendit, il s'étendit sur les restitutions qu'elle faisait opérer. Il cita différentes anecdotes de voleurs devenus honnêtes tout à coup. Des militaires, s'étant approchés du tribunal de la pénitence, avaient senti les écailles leur tomber des yeux. Il y avait à Fribourg un ministre. Son compagnon dormait. Puis, comme il étouffait un peu dans l'atmosphère trop lourde de la chambre, il ouvrit la fenêtre, ce qui réveilla le pharmacien. « Allons, une prise, » lui dit-il. « Acceptez, cela dissipe. » Des aboiements continus se traînaient au loin, quelque part. « Entendez-vous un chien qui hurle ?» dit le pharmacien. « On prétend qu'ils sentent les morts, » répondit l'ecclésiastique. « C'est comme les abeilles, elles s'envolent de là, ruchent au décès des personnes. » Homais ne releva pas ses préjugés, car il s'était rendormi. Monsieur Bournisien, plus robuste, continua quelque temps à remuer tout bas les lèvres, puis, insensiblement, il baissa le menton, lâcha son gros livre noir et se mit à ronfler. Ils étaient en face l'un de l'autre, le ventre en avant, la figure bouffie, l'air renfrogné, après tant de désaccords se rencontrant enfin dans la même faiblesse humaine, et ils ne bougeaient pas, plus que le cadavre à côté d'eux, qui avait l'air de dormir. Charles, en entrant, ne les réveilla point. C'était la dernière fois. Il venait lui faire ses adieux. Les herbes aromatiques fumaient encore, et des tourbillons de vapeur bleuâtre se confondaient au bord de la croisée avec le brouillard qui entrait. Il y avait quelques étoiles, et la nuit était douce. La cire des cierges tombait par grosses larmes sur les draps du lit. Charles les regardait brûler, fatiguant ses yeux contre le rayonnement de leurs flammes jaunes. Des moires frissonnaient sur la robe de satin, blanche comme un clair de lune. Emma disparaissait dessous, et il lui semblait que, s'épandant au dehors d'elle-même, elle se perdait confusément dans l'entourage des choses, dans le silence, dans la nuit, dans le vent qui passait, dans les senteurs humides qui montaient. Puis, tout à coup, il la voyait dans le jardin de Tostes, sur le banc, contre la haie d'épines, ou bien à Rouen dans les rues, sur le seuil de leur maison, dans la cour des Bertaux. Il entendait encore le rire des garçons, en gaieté qui dansaient sous les pommiers, la chambre était pleine du parfum de sa chevelure, et sa robe lui frissonnait dans les bras, avec un bruit d'étincelles. C'était la même, celle-là. Il fut longtemps à se rappeler ainsi toutes les félicités disparues, ses attitudes, ses gestes, le timbre de sa voix. Après un désespoir, il en venait un autre, et toujours, intarissablement, comme les flots d'une marée qui déborde. Il eut une curiosité terrible. Lentement, du bout des doigts, en palpitant, il releva son voile. Mais il poussa un cri d'horreur, qui réveilla les deux autres. Ils l'entraînèrent en bas, dans la salle. Puis Félicité vint dire qu'il demandait des cheveux. « Coupez-en », répliqua l'apothicaire. Et, comme elle n'osait, il s'avança lui-même, les ciseaux à la main. Il tremblait si fort, qu'il piqua la peau des tympans. Plusieurs places. Enfin, se raidissant contre l'émotion, Homais donna 2 ou 3 grands coups au hasard, ce qui fit des marques blanches dans cette belle chevelure noire. Le pharmacien et le curé se replongèrent dans leurs occupations, non sans dormir de temps à autre, ce dont ils s'accusaient réciproquement à chaque réveil nouveau. Alors monsieur Bournisien aspergeait la chambre d'eau bénite, et Homais jetait un peu de chlore par terre. Félicité avait eu soin de mettre pour eux, sur la commode, une bouteille d'eau-de-vie, un fromage et une grosse brioche. Aussi, l'apothicaire,
qui n'en pouvait plus, soupira, vers 4 heures du matin. Ma foi, je me sustenterai avec plaisir. L'ecclésiastique ne se fit point prier, il sortit pour aller dire sa messe, revint, puis ils mangèrent et trinquèrent, tout en ricanant un peu, sans savoir pourquoi, excités par cette gaieté vague qui vous prend après des séances de tristesse, et, au dernier petit verre, le prêtre dit au pharmacien, tout en lui frappant sur l'épaule: nous finirons par nous entendre. Ils rencontrèrent en bas, dans le vestibule, les ouvriers qui arrivaient. Alors Charles, pendant 2 heures, eut à subir le supplice du marteau qui résonnait sur les planches. Puis on la descendit dans son cercueil de chêne, que l'on emboîta dans les 2 autres, mais, comme la bière était trop large, il fallut boucher les interstices, avec la laine d'un matelas. Enfin, quand les 3 couvercles furent rabotés, cloués, soudés, on l'exposa devant la porte, on ouvrit toute grande la maison, et les gens d'Yonville commencèrent à affluer. Le Perrault arriva. Il s'évanouit sur la place en apercevant le drap noir. X. Il n'avait reçu la lettre du pharmacien que 36 heures après l'événement, et, par égard pour sa sensibilité, M. Homais l'avait rédigée de telle façon, qu'il était impossible de savoir à quoi s'en tenir. Le bonhomme tomba d'abord, comme frappé d'apoplexie. Ensuite il comprit qu'elle n'était pas morte. Mais elle pouvait l'être. Enfin il avait passé sa blouse, pris son chapeau, accroché un éperon à son soulier, et était parti ventre à terre, et, tout le long de la route, le Perrault, haletant, se dévora d'angoisse. Une fois même, il fut obligé de descendre. Il n'y voyait plus, il entendait des voix autour de lui, il se sentait devenir fou. Le jour se leva. Il aperçut 3 poules noires qui dormaient dans un arbre, il tressaillit, épouvanté de ce présage. Alors il promit à la Sainte Vierge 3 chasubles pour l'église, et qu'il irait pieds nus depuis le cimetière des Bertaux, jusqu'à la chapelle de Vassonville. Il entra dans Marôme, en hélant les gens de l'auberge, enfonça la porte d'un coup d'épaule, bondit au sac d'avoine, versa dans la mangeoire une bouteille de cidre doux, et renfourcha son bidet, qui faisait feu des 4 fers. Il se disait qu'on la sauverait sans doute, les médecins découvriraient un remède, c'était sûr. Il se rappela toutes les guérisons miraculeuses qu'on lui avait contées. Puis elle lui apparaissait morte. Elle était là, devant lui, étendue sur le dos, au milieu de la route. Il tirait la bride. L'hallucination disparaissait. À Quincampoix, pour se donner du cœur, il but 3 cafés l'un sur l'autre. Il songea qu'on s'était trompé de nom en écrivant. Il chercha la lettre dans sa poche, l'y sentit, mais il n'osa pas l'ouvrir. Il en vint à supposer que c'était peut-être une farce, une vengeance de quelqu'un, une fantaisie d'homme en goguette, et, d'ailleurs, si elle était morte, on le saurait, mais non. La campagne n'avait rien d'extraordinaire, le ciel était bleu, les arbres se balançaient, un troupeau de moutons passa. Il aperçut le village, on le vit accourant tout penché sur son cheval, qu'il bâtonnait à grands coups, et dont les sangles dégouttelaient de sang. Quand il eut repris connaissance, il tomba tout en pleurs dans les bras de Bovary. Ma fille. Emma. Mon enfant. Expliquez-moi. Et l'autre répondait avec des sanglots. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une malédiction. L'apothicaire les sépara. Ces horribles détails sont inutiles. J'en instruirai monsieur. Voici le monde qui vient. De la dignité, Fichtre. De la philosophie. Le pauvre garçon voulut paraître fort, et il répéta plusieurs fois. Oui. Du courage. Eh bien, s'écria le bonhomme, j'en aurai, nom d'un tonnerre de Dieu. Je m'en vas la conduire jusqu'au bout. La cloche tintait. Tout était prêt. Il fallut se mettre en marche. Et, assis dans une stalle du chœur, l'un près de l'autre, ils firent passer, devant eux et repasser continuellement les 3 chantres qui psalmodiaient. Le serpent soufflait à pleine poitrine. Monsieur Bournisien, en grand appareil, chantait d'une voix aiguë, il saluait le tabernacle,
élevait les mains, étendait les bras. Lestiboudois circulait dans l'église avec sa latte de baleine. Près du lutrin, la bière reposait entre 4 rangs de cierges. Charles avait envie de se lever pour les éteindre. Il tâchait cependant de s'exciter à la dévotion, de s'élancer dans l'espoir d'une vie future où il la reverrait. Il imaginait qu'elle était partie en voyage, bien loin, depuis longtemps. Mais, quand il pensait qu'elle se trouvait là-dessous, et que tout était fini, qu'on l'emportait dans la terre, il se prenait d'une rage farouche, noire, désespérée. Parfois il croyait ne plus rien sentir, et il savourait cet adoucissement de sa douleur, tout en se reprochant d'être un misérable. On entendit sur les dalles, comme le bruit sec d'un bâton ferré qui les frappait à temps égaux. Cela venait du fond, et s'arrêta court. Dans les bas-côtés de l'église, un homme en grosse veste brune s'agenouilla péniblement. C'était Hippolyte, le garçon du lion d'or. Il avait mis sa jambe neuve. L'un des chantres vint faire le tour de la nef pour quêter, et les gros sous, les uns après les autres, sonnaient dans le plein d'argent. « Dépêchez-vous donc. Je souffre, moi » s'écria Bovary tout en lui jetant avec colère une pièce de 5 francs. L'homme d'église le remercia par une longue révérence. On chantait, on s'agenouillait, on se relevait, cela n'en finissait pas. Il se rappela qu'une fois, dans les premiers temps, ils avaient ensemble assisté à la messe, et ils s'étaient mis de l'autre côté, à droite, contre le mur. La cloche recommença. Il y eut un grand mouvement de chaises. Les porteurs glissèrent leurs 3 bâtons sous la bière, et l'on sortit de l'église. Justin alors parut sur le seuil de la pharmacie. Il y rentra tout à coup, pâle, chancelant. On se tenait aux fenêtres, pour voir passer le cortège. Charles, en avant, se cambrait la taille. Il affectait un air brave et saluait d'un signe ceux qui, débouchant des ruelles ou des portes, se rangeaient dans la foule. Les 6 hommes, 3 de chaque côté, marchaient au petit pas et, en haletant un peu, les prêtres, les chantres et les 2 enfants de chœur récitaient le de Profondis, et leur voix s'en allait sur la campagne, montant et s'abaissant avec des ondulations. Parfois ils disparaissaient au détour du sentier, mais la grande croix d'argent se dressait toujours entre les arbres. Les femmes suivaient, couvertes de mantes noires à capuchon. Rabattues, elles portaient à la main un gros cierge qui brûlait, et Charles se sentait défaillir à cette continuelle répétition de prières et de flambeaux, sous ces odeurs affadissantes de ciré, de soutane. Une brise fraîche soufflait, les seigles et les colzas verdoyaient, des gouttelettes de rosée tremblaient au bord du chemin, sur les haies d'épines. Toutes sortes de bruits joyeux emplissaient l'horizon, le claquement d'une charrette roulant haut, loin dans les ornières, le cri d'un coq qui se répétait ou la galopade d'un poulain, que l'on voyait s'enfuir sous les pommiers. Le ciel pur était tacheté de nuages roses, des fumigons bleuâtres se rabattaient sur les chaumières couvertes d'iris. Charles, en passant, reconnaissait les cours. Il se souvenait de matins comme celui-ci, où, après avoir visité quelques malades, il en sortait, et retournait vers elles. Le drap noir, semé de lames blanches, se levait de temps à autre. En découvrant la bière, les porteurs fatigués se ralentissaient, et elle avançait par sa quête continue, comme une chaloupe qui tangue à chaque flot. On arriva. Les hommes continuèrent jusqu'en bas, à une place dans le gazon où la fosse était creusée. On se rangea tout autour, et, tandis que le prêtre parlait, la terre rouge, rejetée sur les bords, coulait par les coins, sans bruit, continuellement. Puis, quand les 4 cordes furent disposées, on poussa la bière dessus. Il la regarda descendre. Elle descendait toujours. Enfin on entendit un choc, les cordes en grinçant remontèrent. Alors Bournisien prit la bêche, que lui tendait Lestiboudois, de sa main gauche, tout en aspergeant de la droite, il poussa vigoureusement une large pelletée, et le bois du cercueil, heurté par les cailloux, fit ce bruit formidable qui nous semble être le retentissement de l'éternité. L'ecclésiastique passa le goupillon à son voisin. C'était Monsieur Homais. Il le secoua gravement, puis le tendit à Charles, qui s'affaissa jusqu'aux genoux dans la terre, et il en jetait à pleines mains tout en criant
Adieu. Il lui envoyait des baisers, il se traînait vers la fosse, pour s'y engloutir avec elle. On l'emmena, et il ne tarda pas à s'apaiser, éprouvant peut-être, comme tous les autres, la vague satisfaction d'en avoir fini. Le père Rouault, en revenant, se mit tranquillement à fumer une pipe, ce que Homais, dans son fort intérieur, jugea peu convenable. Il remarqua de même, que M. Binet s'était abstenu de paraître, que Tuvache avait filé, après la messe, et que Théodore, le domestique du notaire, portait un habit bleu, comme si l'on ne pouvait pas trouver un habit noir, puisque c'est l'usage, que, diable. Et pour communiquer ses observations, il allait d'un groupe à l'autre. On y déplorait la mort d'Emma, et surtout, l'heureux, qui n'avait point manqué de venir à l'enterrement. Cette pauvre petite dame. Quelle douleur pour son mari. L'apothicaire reprenait. Sans moi, savez-vous bien, il se serait porté sur lui-même à quelque attentat funeste. Une si bonne personne. Dire pourtant que je l'ai encore vue samedi dernier dans ma boutique. Je n'ai pas eu le loisir, dit Homais, de préparer quelques paroles que j'aurais jetées sur sa tombe. En rentrant, Charles se déshabilla, et le père Rouault repassa sa blouse bleue. Elle était neuve, et, comme il s'était, pendant la route, souvent essuyé les yeux avec les manches, elle avait des teints sur sa figure, et la trace des pleurs y faisait des lignes dans la couche de poussière qui la salissait. Madame Bovary-Mère était avec eux. Ils se taisaient tous les trois. Enfin le bonhomme soupira. Vous rappelez-vous, mon ami, que je suis venu à Tostune fois, quand vous veniez de perdre votre première défunte? Je vous consolais dans ce temps-là. Je trouvais quoi dire, mais à présent. Puis, avec un long gémissement, qui souleva toute sa poitrine. Ah! C'est la fin pour moi, voyez-vous. J'ai vu partir ma femme. Mon fils après. Et voilà ma fille, aujourd'hui. Il voulut s'en retourner tout de suite au Berthaud, disant qu'il ne pourrait pas dormir dans cette maison-là. Il refusa même de voir sa petite fille. Non. Non. Ça me ferait trop de deuil. Seulement, vous l'embrasserez bien. Adieu. Vous êtes un bon garçon. Et puis, jamais je n'oublierai ça, dit-il en se frappant la cuisse, n'ayez peur. Vous recevrez toujours votre dinde. Mais, quand il fut au haut de la côte, il se détourna, comme autrefois il s'était détourné sur le chemin de Saint-Victor, en se séparant d'elle. Les fenêtres du village étaient toutes en feu sous les rayons obliques du soleil, qui se couchait dans la prairie. Il mit sa main devant ses yeux, et il aperçut à l'horizon un enclos de murs où des arbres, çà et là, faisaient des bouquets noirs, entre des pierres blanches, puis il continua sa route, au petit trot, car son bidet boitait. Charles et sa mère restèrent le soir, malgré leur fatigue, fort longtemps à causer ensemble. Ils parlèrent des jours d'autrefois, et de l'avenir. Elle viendrait habiter Yonville, elle tiendrait son ménage, il ne se quitterait plus. Elle fut ingénieuse et caressante, se réjouissant intérieurement à ressaisir une affection qui depuis tant d'années lui échappait. Minuit sonna. Le village, comme d'habitude, était silencieux, et Charles, éveillé, pensait toujours à elle. Rodolphe, qui, pour se distraire, avait battu le bois toute la journée, dormait tranquillement dans son château, et Léon, là-bas, dormait aussi. Il y en avait un autre qui, à cette heure-là, ne dormait pas. Sur la fosse, entre les sapins, un enfant pleurait agenouillé, et sa poitrine, brisée par les sanglots, haletait dans l'ombre, sous la pression d'un regret immense plus doux que la lune et plus insondable que la nuit. La grille tout à coup craqua. C'était Lestiboudois, il venait chercher sa bêche, qu'il avait oubliée. Tantôt, il reconnut Justin escaladant le mur, et sut alors à quoi s'en tenir sur le malfaiteur, qui lui dérobait ses pommes de terre. 11. Charles, le lendemain, fit revenir la petite. Elle demanda sa maman. On lui répondit qu'elle était absente, qu'elle lui rapporterait des joujoux. Berthe en reparla plusieurs fois, puis, à la longue, elle n'y pensa plus. La gaieté de cet enfant navrait Bovary, et il avait à subir les intolérables consolations
du pharmacien. Les affaires d'argent bientôt recommencèrent, monsieur l'heureux excitant. De nouveau son ami Vinsart, et Charles s'engagea pour des sommes exorbitantes, car jamais il ne voulut consentir à laisser vendre. Le moindre des meubles ne lui avait appartenu. Sa mère en fut exaspérée. Il s'indigna plus fort qu'elle. Il avait changé tout à fait. Elle abandonna la maison. Alors chacun se mit à profiter. Mademoiselle Lempereur réclama 6 mois de leçons, bien qu'Emma n'en eût jamais pris une seule. Malgré cette facture acquittée, qu'elle avait fait voir à Bovary, c'était une convention entre elles deux, le loueur de livres réclama 3 ans d'abonnement, la mère Rollet réclama le port d'une vingtaine de lettres, et, comme Charles demandait des explications, elle eut la délicatesse de répondre. Ah, je ne sais rien. C'était pour ses affaires. À chaque dette qu'il payait, Charles croyait en avoir fini. Il en survenait d'autres, continuellement. Il exigea l'arriéré d'anciennes visites. On lui montra les lettres que sa femme avait envoyées. Alors il fallut faire des excuses. Félicité portait maintenant les robes de madame, non pas toutes, car il en avait gardé quelques-unes, et il les allait voir dans son cabinet de toilette, où il s'enfermait. Elle était à peu près de sa taille. Souvent Charles, en l'apercevant par derrière, était saisi d'une illusion, et s'écriait « Oh, reste, reste !» Mais, à la Pentecôte, elle décampa d'Yonville, enlevée par Théodore, et en volant tout ce qui restait de la garde-robe. Ce fut vers cette époque, que Madame Veuve Dupuis eut l'honneur de lui faire part du mariage de Monsieur Léon Dupuis, son fils, notaire à Yvetot, avec Mademoiselle Léocadie Leboeuf, de Bondeville. Charles, parmi les félicitations qu'il lui adressa, écrivit cette phrase. Comme ma pauvre femme aurait été heureuse. Un jour qu'errant sans but dans la maison, il était monté jusqu'au grenier, il sentit sous sa pantoufle une boulette de papier fin. Il l'ouvrit et il lut. Du courage, Emma. Du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. C'était la lettre de Rodolphe, tombée à terre entre des caisses, qui était restée là, et que le vent de la lucarne venait de pousser vers la porte. Et Charles demeura tout immobile, et béant à cette même place où, jadis, encore plus pâle que lui, Emma, désespérée, avait voulu mourir. Enfin, il découvrit un petit air au bas de la seconde page. Qu'était-ce? Il se rappela les assiduités de Rodolphe, sa disparition soudaine, et l'air contraint qu'il avait eu en la rencontrant depuis 2 ou 3 fois. Mais le ton respectueux de la lettre l'illusionna. Ils se sont peut-être aimés platoniquement, se dit-il. D'ailleurs, Charles n'était pas de ceux qui descendent au fond des choses. Il recula devant l'épreuve, et sa jalousie incertaine se perdit dans l'immensité de son chagrin. On avait dû, pensait-il, l'adorer. Tous les hommes, à coup sûr, l'avaient convoitée. Elle lui en parut plus belle, et il en conçut un désir permanent, furieux, qui enflammait son désespoir et qui n'avait pas de limite, parce qu'il était maintenant irréalisable. Pour lui plaire, comme si elle vivait encore, il adopta ses prédilections, ses idées, il s'acheta des bottes vernies, il prit l'usage des cravates blanches. Il mettait du cosmétique à ses moustaches, il souscrivit comme elle des billets à ordre. Elle le corrompait par-delà le tombeau. Il fut obligé de vendre l'argenterie pièce à pièce, ensuite il vendit les meubles du salon. Tous les appartements se dégarnirent, mais la chambre, sa chambre à elle, était restée comme autrefois. Après son dîner, Charles montait là. Il poussait devant le feu la table ronde, et il approchait son fauteuil. Il s'asseyait en face. Une chandelle brûlait dans un des flambeaux dorés. Berthe, près de lui, enluminait des estampes. Il souffrait, le pauvre homme, à la voir si mal vêtue, avec ses brodequins sans lacets et l'emmanchure de ses blouses déchirées jusqu'aux hanches, car la femme de ménage n'en prenait guère de soucis. Mais elle était si douce, si gentille, et sa petite tête se penchait si gracieusement en laissant retomber sur ses joues roses sa bonne chevelure blonde, qu'une délectation infinie l'envahissait, plaisir tout mêlé d'amertume comme ces vins mâles fait qui sentent la résine. Il raccommodait ses joujoux, lui
fabriquait des pantins avec du carton ou recousait le ventre déchiré de ses poupées. Puis, s'il rencontrait des yeux, la boîte à ouvrage, un ruban qui traînait ou même une épingle restée dans une fente de la table, il se prenait à rêver, et il avait l'air si triste, qu'elle devenait triste comme lui. Personne à présent ne venait les voir, car Justin s'était enfui à Rouen, où il est devenu garçon épicier, et les enfants de l'apothicaire fréquentaient de moins en moins la petite, Monsieur Homais, ne se souciant pas, vu la différence de leurs conditions sociales, que l'intimité se prolongeât. L'aveugle, qu'il n'avait pu guérir avec sa pommade, était retourné dans la côte du bois Guillaume, où il narrait aux voyageurs la vaine tentative du pharmacien, à tel point que Homais, lorsqu'il allait à la ville, se dissimulait derrière les rideaux de l'hirondelle, afin d'éviter sa rencontre. Il l'exécrait, et, dans l'intérêt de sa propre réputation, voulant s'en débarrasser à toute force, il dressa contre lui une batterie cachée, qui décelait la profondeur de son intelligence, et la scélératesse de sa vanité. Durant 6 mois consécutifs, on put donc lire dans le Fanal de Rouen des entrefilets ainsi conçus. Toutes les personnes qui se dirigent vers les fertiles contrées de la Picardie auront remarqué sans doute, dans la côte du bois Guillaume, un misérable atteint d'une horrible plaie faciale. Il vous importune, vous persécute et prélève un véritable impôt sur les voyageurs. Sommes-nous encore à ces temps monstrueux du moyen âge, où il était permis aux vagabonds d'étaler par nos places publiques la lèpre et les scrofules, qu'ils avaient rapportés de la croisade? Ou bien, malgré les lois contre le vagabondage, les abords de nos grandes villes continuent à être infestés par des bandes de pauvres. On en voit qui circulent isolément, et qui, peut-être, ne sont pas les moins dangereux. À quoi songent nos édiles? Puis Homais inventait des anecdotes. Hier, dans la côte du bois Guillaume, un cheval ombrageux, et suivait le récit d'un accident occasionné par la présence de l'aveugle. Il fit si bien, qu'on l'incarcéra. Mais on le relâcha. Il recommença, et Homais aussi recommença. C'était une lutte. Il eut la victoire, car son ennemi fut condamné à une réclusion perpétuelle dans un hospice. Ce succès l'enhardit, et dès lors il n'y eut plus dans l'arrondissement un chien écrasé, une grange incendiée, une femme battue, dont aussitôt il ne fit part au public, toujours guidé par l'amour du progrès et la haine des prêtres. Il établissait des comparaisons entre les écoles primaires et les frères ignorantins, au détriment de ces derniers, rappelait la Saint-Barthélemy à propos d'une allocation de 100 francs faite à l'église, et dénonçait des abus, lançait des boutades. C'était son mot. Homais sapait, il devenait dangereux. Cependant il étouffait dans les limites étroites du journalisme, et bientôt il lui fallut le livre, l'ouvrage. Alors il composa une statistique générale du canton d'Yonville, suivie d'observations climatologiques, et la statistique le poussa vers la philosophie. Il se préoccupa des grandes questions, problèmes sociaux, moralisation des classes pauvres, pisciculture, caoutchouc, chemin de fer, etc. Il en vint à rougir d'être un bourgeois. Il affectait le genre artiste, il fumait. Il s'acheta 2 statuettes, chic Pompadour, pour décorer son salon. Il n'abandonnait point la pharmacie, au contraire. Il se tenait au courant des découvertes. Il suivait le grand mouvement des chocolats. C'est le premier qui est fait venir dans la Seine inférieure du Chaussat et de l'Arc Valencia. Il s'est pris d'enthousiasme pour les chaînes hydroélectriques pulvermachées, il emportait une lui-même, et, le soir, quand il retirait son gilet de flanelle, Madame Homais restait tout éblouie devant la spirale d'or sous laquelle il disparaissait, et sentait redoubler ses ardeurs pour cet homme plus garrotté qu'un cité splendide, comme un mage. Il eut de belles idées à propos du tombeau d'Emma. Il proposa d'abord un tronçon de colonne avec une draperie, ensuite une pyramide, puis un temple de Vesta, une manière de rotonde. Ou bien, un amas de ruines. Et, dans tous les plans, Homais ne démordait point du saule pleureur, qu'il considérait comme le symbole obligé de la tristesse. Charles et lui firent ensemble un voyage à Rouen, pour voir des tombeaux, chez un entrepreneur de sépulture, accompagné d'un artiste peintre,
un nommé Vaufrylard, ami de Bridoux, et qui, tout le temps, débita des calembours. Enfin, après avoir examiné une centaine de dessins, s'être commandé un devis et avoir fait un second voyage à Rouen, Charles se décida pour un mausolée qui devait porter sur ses deux faces principales, un génie tenant une torche éteinte. Quant à l'inscription, Homais ne trouvait rien de beau comme souligné sta. Viator souligné, et il en restait là, il se creusait à l'imagination, il répétait continuellement, souligné sta Viator souligné. Enfin, il découvrit, souligné amabilem conjugem calca souligné, qui fut adopté. Une chose étrange, c'est que Bovary, tout en pensant à Emma, continuellement, l'oubliait, et il se désespérait à sentir cette image lui échapper de la mémoire au milieu des efforts qu'il faisait pour la retenir. Chaque nuit pourtant, il la rêvait, c'était toujours le même rêve, il s'approchait d'elle, mais, quand il venait à l'étreindre, elle tombait en pourriture dans ses bras. On le vit pendant une semaine entrer le soir à l'église. Monsieur Bournisien lui fit même 2 ou 3 visites, puis l'abandonna. D'ailleurs, le bonhomme tournait à l'intolérance, au fanatisme, disait Homais, il fulminait contre l'esprit du siècle, et ne manquait pas, tous les 15 jours, au sermon, de raconter l'agonie de Voltaire, lequel mourut en dévorant ses excréments, comme chacun sait. Malgré l'épargne où vivait Bovary, il était loin de pouvoir amortir ses anciennes dettes. Lheureux refusa de renouveler aucun billet. La saisie devint imminente. Alors il eut recours à sa mère, qui consentit à lui laisser prendre une hypothèque sur ses biens, mais en lui envoyant force récriminations contre Emma, et elle demandait, en retour de son sacrifice, un châle, échappé au ravage de Félicité. Charles le lui refusa. Ils se brouillèrent. Elle fit les premières ouvertures de raccommodement, en lui proposant de prendre chez elle la petite, qui la soulagerait dans sa maison. Charles y consentit. Mais, au moment du départ, tout courage l'abandonna. Alors, ce fut une rupture définitive, complète. À mesure que ses affections disparaissaient, il se resserrait plus étroitement à l'amour de son enfant. Elle l'inquiétait cependant, car elle toussait quelquefois, et avait des plaques rouges aux pommettes. En face de lui s'étalait, florissante et hilare, la famille du pharmacien, que tout au monde contribuait à satisfaire. Napoléon l'aidait au laboratoire, Athalie lui brodait un bonnet grec, Irma découpait des rondelles de papier, pour couvrir les confitures, et Franklin récitait tout d'une haleine la table de Pythagore. Il était le plus heureux des pères, le plus fortuné des hommes. Erreur. Une ambition sourde le rongeait, Homais désirait la croix. Les titres ne lui manquaient point. Icêtre, lors du choléra, signalé par un dévouement sans borne, 2 degrés avoir publié, et à mes frais, différents ouvrages d'utilité publique, tels que, et il rappelait son mémoire intitulé, du cidre, de sa fabrication et de ses effets, plus, des observations sur le puceron la Niger, envoyé à l'Académie, son volume de statistiques et jusqu'à sa thèse de pharmacien, sans compter que, je suis membre de plusieurs sociétés savantes, il l'était d'une seule. Enfin, s'écriait-il, en faisant une pirouette, quand ce ne serait que de me signaler aux incendies. Alors Homais inclina vers le pouvoir. Il rendit secrètement à Monsieur le préfet de grands services dans les élections. Il se vendit. Enfin, il se prostitua. Il adressa même au souverain une pétition, où il le suppliait de lui faire justice, il l'appelait notre bon roi et le comparait à Henri IV. Et chaque matin, l'apothicaire se précipitait sur le journal pour y découvrir sa nomination, elle ne venait pas. Enfin, n'y tenant plus, il fit dessiner dans son jardin un gazon figurant l'étoile de l'honneur, avec 2 petits tordillons d'herbe qui partaient du sommet pour imiter le ruban. Il se promenait autour, les bras croisés, en méditant sur l'ineptie du gouvernement et l'ingratitude des hommes. Par respect, ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses investigations, Charles n'avait pas encore ouvert le compartiment secret d'un bureau de palissandre dont Emma se servait habituellement. Un jour, enfin, il s'assit devant, tourna la clé et poussa le ressort. Toutes les lettres de Léon s'y trouvaient. Plus de doute,
cette fois. Il dévora jusqu'à la dernière, fouilla dans tous les coins, tous les meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il découvrit une boîte, la défonça d'un coup de pied. Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage, au milieu des billets doux. Bouleversé. On s'étonna de son découragement. Il ne sortait plus, ne recevait personne, refusait même d'aller voir ses malades. Alors on prétendit qu'il s'enfermait pour boire. Quelquefois pourtant, un curieux se haussait par-dessus la du jardin, et apercevait avec ébahissement cet homme à barbe longue, couvert d'habits sordides, farouche, et qui pleurait tout autant. Marchant. Le soir, dans l'été, il prenait avec lui sa petite fille et la conduisait au cimetière. Il s'en revenait à la nuit close, quand il n'y avait plus d'éclairé, sur la place que la lucarne de Binet. Cependant la volupté de sa douleur était incomplète, car il n'avait autour de lui personne qui la partageât, et il faisait des visites à la mère Lefrançois, afin de pouvoir parler d'elle. Mais l'aubergiste ne l'écoutait que d'une oreille, ayant comme lui des chagrins, car monsieur leur revenait enfin d'établir les favorites du commerce, et Vert, qui jouissait d'une grande réputation pour les commissions, exigeait un surcroît d'appointements et menaçait de s'engager à la concurrence. Un jour qu'il était allé au marché d'Argueil pour y vendre son cheval, dernière ressource, il rencontra Rodolphe. Il pâlit en s'apercevant Rodolphe, qui avait seulement envoyé sa carte, balbutia d'abord quelques excuses, puis s'enhardit et même poussa l'aplomb. Il faisait très chaud, on était au mois d'août, jusqu'à l'inviter à prendre une bouteille de bière au cabaret. Accoudé en face de lui, il mâchait son cigare tout en causant, et Charles se perdait en rêverie devant cette figure qu'elle avait aimée. Il lui semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un émerveillement. Il aurait voulu être cet homme. L'autre continuait à parler culture, bestiaux, engrais, bouchant, avec des phrases banales tous les interstices où pouvait se glisser une allusion. Charles ne l'écoutait pas, Rodolphe s'en apercevait, et il suivait sur la mobilité de sa figure le passage des souvenirs. Elle s'empourprait peu à peu, les narines battaient vite, les lèvres frémissaient, il y eut même un instant où Charles, plein d'une fureur sombre, fixa ses yeux contre Rodolphe, qui, dans une sorte d'effroi, s'interrompit. Mais bientôt la même lassitude funèbre réapparut sur son visage. « Je ne vous en veux pas, dit-il. » Rodolphe était resté muet. Et Charles, la tête dans ses deux mains, reprit d'une voix éteinte et avec l'accent résigné des douleurs infinies. « Non, je ne vous en veux plus. » Il ajouta même un grand mot, le seul qu'il ait jamais dit. « C'est la faute de la fatalité. » Rodolphe, qui avait conduit cette fatalité, le trouva bien débonnaire pour un homme dans sa situation, comique même, et un peu vil. Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc, dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis, les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable, le jasmin embaumait, le ciel était bleu, des cantharides bourdonnaient autour des lys en fleurs, et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux, qui gonflaient son cœur chagrin. À 7 heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vu de toute l'après-midi, vint le chercher pour dîner. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc, » dit-elle. Et, croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement. Il tomba par terre. Il était mort. 36 heures après, sur la demande de l'apothicaire, M. Canivet accourut. Il l'ouvrit et ne trouva rien. Quand tout fut vendu, il restait 12 francs 75 centimes qui servirent à payer le voyage de mademoiselle Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l'année même, le Perrault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie, pour gagner sa vie, dans une filature de coton. Depuis la mort de Bovary, 3 médecins se sont succédé à Yonville sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fut une clientèle d'enfer, l'autorité
le ménage et l'opinion publique le protègent. Il vient de recevoir la Croix d'honneur.